L'athlète va entrer bientôt, on lui fait des tapes sur l'épaule et c'est que vous êtes en empathie et que vous lui dites tu seras à l'intérieur de la cage, moi je suis à l'extérieur de la cage mais on est ensemble. Salut, c'est Fernand Lopez pour le breakdown de GQ. C'était les débuts du MMA. La cage, elle représente un peu les premières cages de MMA à l'époque. On ne savait pas quelle forme donner à la cage. Et on a deux boxeurs, le son, le bruitage est très mauvais, ça ne représente rien des coups de poing qu'on entend en boxe. En réalité, c'est une compétition. Pour pouvoir scénariser, on met du tempo très espacé entre chaque coup et donc ça fait ouf. Mais ce n'est pas la réalité. Il y a un peu une confusion dans l'organisation. Il y a un monsieur qui est censé représenter, je crois, la commission athlétique, mais il est en tenue de policier. Ce n'est pas comme ça que ça se fait, ça n'a rien à voir. Il y a trop de personnes dans la cage, on ne sait pas c'est qui. Normalement, il y a un arbitre, deux combattants. Il y a la pause éventuellement, il y a des hommes de coin qui arrivent et des soigneurs. Mais là, la configuration, c'est un peu le chaos. La véritable différence entre le grand combattant et le moyen combattant se fait sur les précisions. Le moyen combattant ou même le grand combattant est bon, mais le très grand combattant ne fait quasiment pas d'erreur. Au tennis, vous regardez des gars jouer sur Wimbledon et vous voyez que sur le très haut niveau, il n'y a quasiment pas d'erreur. Le MMA est une série de questions et de problèmes à résoudre. Et un mec qui est sur le très haut niveau a quasiment juste sur tous les points qu'on lui pose comme question, toutes les problématiques qui lui sont posées, il les résout rapidement, malgré la contrainte temporelle, malgré la contrainte décisionnelle, il y va très rapidement et il fait des bons choix. C'est l'un des sports les plus intellectuels au monde. C'est bizarre de dire ça parce qu'il y a quand même une notion de violence. Mais encore une fois de plus, il faut extrêmement intellectualiser le combat. Si on ne le rend pas intellectuel, on ne peut pas performer. Ça ne va pas très loin. Il y a trop de choix à faire. Il y a tellement d'éléments et de facteurs de performance que si on n'a pas les compétences intellectuelles pour faire des choix d'outils, c'est comme si vous étiez un électricien ou un électronicien et on vous donne une grosse valise d'outils. Mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est l'outil. Vous avez beau connaître, mais vous ne pourrez pas avancer, vous ne pouvez pas dépanner votre ordinateur parce que vous ne savez même pas quel outil choisir. C'est la même chose. Il y a tellement d'outils en MMA que forcément, ça développe le côté cognitif de la chose. Ladies and gentlemen, it is time. The moment you've all been waiting for. First up, please welcome to the cage fighting out of Navy Street MMA, Venice, California. Alors, jusque-là, tout est quasiment réaliste. Ce qu'il dit le commentateur, c'est parfait. C'est comme ça que ça se passe exactement, les annonces. Après, je n'ai pas très bien compris ce qui est sa tenue et ce qui tripotait sous son genou. Est-ce qu'il a une genouillère? Est-ce que c'est légal? Je suis pas sûr. En gros, quand on a un bandage ou quoi que ce soit qui vient soutenir une articulation qui est blessée, il faut que la commission athlétique valide et qu'il y ait des scotch qui soient mis dessus, qui soient signés pour qu'on ne puisse pas ajouter un autre objet métallique dessus qui puisse blesser l'adversaire. Alors, la différence entre un coach et un entraîneur, c'est juste que le coach a plusieurs casquettes quand l'entraîneur s'appuie sur des méthodologies scientifiques pour faire évoluer la performance. Le coach, lui, peut prendre la casquette de masseur parce qu'il sait que son élève a besoin d'un massage avant le combat. Il peut prendre la casquette de psy ou de préparateur mental parce qu'il sait qu'il va trouver les bons mots pour apporter les points d'ancrage positifs à ses athlètes. Ce soutien-là qui est un soutien de mélange de langage verbal et de langage non verbal. Il y a des choses qu'on verbalise et il y a des choses qu'on ne dit pas. L'athlète va entrer bientôt, on lui fait des tapes sur l'épaule et c'est que vous êtes en empathie et que vous lui dites tu seras à l'intérieur de la cage. Moi, je suis à l'extérieur de la cage, mais on est ensemble. De manière générale, le combattant le mieux classé
rentre en deuxième. En gros, le show se fait de façon à ce que le clou du show soit toujours à la fin. C'est confortable de rentrer après, puisque quand on est déjà entré, on est obligé d'attendre l'autre, on suit les ovations de l'autre, on vit comment la foule est en train d'acclamer l'autre, et ça peut être intimidant. J'aime ce film parce qu'on s'y croit vraiment. Il n'y a pas de différence entre ce qui se fait là et ce qui se fait en réalité. On a tous les codes d'une organisation de MMA et le tempo de la musique qui est choisi, le regard des adversaires, les spectateurs, comment ils se comportent. On est vraiment dans quelque chose de très proche de la réalité. Et revoir des combattants connus de l'UFC, comme celui qui joue le rôle de coach là, celui qui a un peu une culture de MMA, s'y retrouve complètement et a l'impression que c'est un événement de MMA qu'il a loupé. C'est bien ce qui vient de se passer là, il y a une espèce d'accolade entre les deux combattants avant même le combat. C'est l'une des qualités qu'on observe le plus. C'est probablement l'un des sports où j'ai le plus vu le fair play de ma vie, où systématiquement sur les fins de combat, les gens s'embrassent pour annoncer on est là juste parce que c'est du sport, je ne t'en veux pas. Voilà mon respect. D'ailleurs, sur Ares, la promotion dont je suis le président, on a l'intention d'organiser très bientôt un combat entre un Russe et un Ukrainien qui auront une conférence de presse avant pour essayer d'avoir un acte pacifique. Le volume de coups qui est donné, c'est quasiment impossible. Avec des grimaces au visage qui montrent que les coups sont forts. Si vous donniez ce genre de coups, au bout de 30 secondes, vous serez en dette d'oxygène. Les blocages ne sont pas réalistes. Ce monsieur-là qui a ces deux mains-là et qui va bloquer une série de coups, alors qu'on sait que les deux mains ne couvrent pas la tête entière et qu'au lieu de frapper ici, on va vous mettre des crochets ici. Donc, on est très loin de la réalité. Et puis, le son que j'entends des frappes, je ne le reconnais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont très loin de la réalité dessus et qui ne permettraient pas à un être humain normal de continuer à frapper de cette manière. Le geste juste avant où il piétine le mur et il va frapper, ça c'est faisable. J'ai un jeune dans ma salle, Vlad, qui fait beaucoup ça, qui marche sur la cage pour combattre à chaque fois, c'est marrant. La projection de la fin là, avec un pied à la volée, biomécaniquement c'est impossible. La charge du corps est complètement répartie sur la jambe arrière. Le bras de l'évier est très flexible pour pouvoir lever la charge du corps et le faire. C'est pas possible. Le monsieur qui est sur le dos, ce qu'il fait avec ses pieds, le fait de tenir à distance son adversaire, c'est très réaliste de ce qui se fait en jiu-jitsu brésilien. Par contre, les coups que donne son adversaire, encore une fois de plus, il y a un souci en termes de volume, de précision, c'est très loin de la réalité et on ne frappe pas comme ça. Ils ont un très bon chorégraphiste, scénariste qui connaît vraiment le MMA, le jiu-jitsu brésilien en tout cas. C'est très propre, c'est très technique, c'est beau. C'est comme ça que ça se fait. Quand on arrive au sol, on est très très loin de la fin du combat. Ça peut être un très long combat et un très beau combat. Rappelez-vous un peu l'histoire du MMA, c'est que le MMA en France a eu une histoire où, de manière générale, on considère qu'un homme qui est à terre est fatigué et faible. Sauf que dans la logique interne d'une discipline sportive va donner les règles à suivre. La logique du MMA est que quand je suis au sol, je suis encore beaucoup plus dangereux que celui qui est debout. Là, on a un adversaire qui était debout, qui essayait de frapper celui qui est au sol, mais la défense était tellement parfaite avec ses jambes et il garde la distance qu'il n'a pas reçu un coup significatif. Dans la vie normale, tu croises un monsieur ou une dame d'un certain âge qui ne connaît pas le sport de combat et elle est à terre parce qu'elle a été bousculée par toi. Effectivement, logiquement, tu ne frappes pas. Tu es en boxe anglaise, la logique veut qu'on ne frappe pas celui qui a mis un genou à terre, c'est la boxe anglaise. Là, on a quelqu'un qui peut, même s'il est au sol, continuer à être extrêmement dangereux. Sur l'étranglement qui est placé, il y a une jambe qui vient coincer la carotide qui est la grosse artère qui passe de ce côté et qui va irriguer le cerveau. De l'autre côté, on a une autre carotide qui est coincée par le propre bras de celui qui est pris dans le triangle. La compression de ces deux éléments, au bout de quelques secondes, le cerveau n'est plus irrigué, pas de sang, donc pas d'oxygène, et celui qui est dans le triangle va tomber dans les paumes. C'est une affaire de quelques secondes.
leg's all jacked up. Can't put any weight on it, maybe? Ce n'est pas une compétition officielle. C'est un truc underground où il y a des gens qui se sont rencontrés quelque part. C'est une manière de parler, d'être détendu, de jouer, de provoquer et de donner des leçons pendant qu'on combat, même quand on a beaucoup d'avance. C'est possible, mais c'est difficile. Techniquement, les techniques sont très mal faites. En gros, la première phase de combat où on voit celui qui est débutant envoyer un certain nombre de coups, les enchaînements sont séquencés et il y a de la vitesse du coup, mais entre le premier coup et le deuxième coup, il y a beaucoup de temps qui s'écoule parce qu'on veut que ce soit visuellement digestif ou digestible pour le spectateur et donc que ce soit consommable, qu'il le voit rapidement et qu'il comprenne les enchaînements qui se sont passés. On voit un qui est très fougueux, qui est fort d'ailleurs, mais comme je vous disais, la force ne suffit pas, il faut beaucoup d'intelligence. Et l'expérience, c'est de l'intelligence. Un homme averti en vaut deux, encore plus ou même. Et donc on voit qu'il y a un qui est averti, qui sait de quoi il est question et qui prend l'ascendant. Mais on voit aussi clairement qu'il y a un produit qui n'est pas fini chez celui qui ne comprend pas grand-chose. Et on voit qu'il y a un gros potentiel futur. On sait que si on lui apporte la technique, il pourrait rapidement rivaliser avec l'autre parce qu'il a une base et une condition physique qui lui permettrait de certainement pouvoir amener l'autre en eau profonde. Avec le temps, les athlètes vont varier leur attitude et leur approche du combat. Dans un premier temps, ils sont très insouciés de leur carrière et donc ils vont à l'arrache et ils combattent avec beaucoup de cœur. Ensuite, ils ont un beau palmarès. Et là, ils commencent à avoir peur de perdre un combat parce qu'ils sont invaincus. Ensuite, ici, dans la plus grosse organisation au monde, et là, ils se trouvent bien, et là, ils recommencent à combattre. Et puis, à la fin de carrière, ils se disent, bon, maintenant, je suis un peu âgé, ce que je vais faire, c'est que je vais combattre pour de l'argent. Je vais mettre de l'argent de côté, je n'y mets plus beaucoup de cœur. Et puis voilà. Donc, c'est très variable tout au long de la carrière, l'attitude va avoir un combattant et un athlète vis-à-vis de la gestion de sa carrière. Il y a beaucoup d'interdits à MMA, il y a quasiment 40 interdits à MMA. On ne peut pas mettre un coup de pied à la tête de celui qui est au sol. Et là, ils viennent faire ça, ce qu'on appelle un penalty. C'est interdit en MMA. Et il a fait parce que c'est du underground et que ce n'est pas une compétition homologuée. How many people are there? Be precise. 3, 4, I don't know. Where are you? I'm in the bathroom. Go to the next bedroom. Get under the bed. Tell me when you're there. C'est ce que devrait faire un coach en MMA. Le MMA, pendant le combat, c'est un chaos total dans la tête du coach, dans la tête de l'athlète. Et ce qu'il est en train de faire, ce monsieur, est comparable à du coaching à distance de quelqu'un qui est très expert dans le domaine. Vous vous entraînez toute votre vie. Vous êtes un expert sur le terrorisme, les enlèvements, les espionnages et tout. Votre fille s'est fait enlever. Elle vous appelle au téléphone et elle vous dit « Papa, c'est horrible, ils sont en train d'enlever mon ami. » Il va garder son sang-froid. C'est déjà quelque chose à faire. Hein? Parce qu'on vous appelle pour vous dire, votre fille vous appelle pour vous dire « Je vais t'enlever », vous jetez au téléphone, vous appelez la police, vous paniquez. Lui, il ne panique pas. Il dit « Ok, écoute-moi très bien. C'est qui son prénom? Ils sont habillés comment? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller sous le lit, tu vas te cacher, tu vas prendre toutes les infos. » Et elle panique et lui dit « Écoute, il faut que tu te taises et que tu m'écoutes. Tu vas être enlevé. » Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la puissance mentale qu'il faut pour qu'un papa puisse dire à sa fille « J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu vas être enlevé. » Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis un expert dans ce domaine. Je peux te sortir de là si tu me donnes les bonnes informations. Le parallèle avec, c'est que quand je suis en MMA et que mon élève est un expert en kickboxing et ne doit pas tomber, je l'entraîne pour qu'il n'aille pas au sol, qu'il ne tombe pas. Mais au moment où il va tomber, j'ai prévu un protocole et des choses qu'on m'a appris toute ma vie et que j'ai appris toute ma vie, que je dois lui donner avec un sang-froid sans paniquer. Ce qui se passe, c'est que quand on a un nouveau coach, quand ça vous arrive, vous criez « Sors de là, non, non !» Et puis quand vous avez de l'expertise, vous allez plutôt être méticuleux, vous allez être extrêmement précis. Tu es tombé, voilà ce que tu dois faire. Pose ta main gauche par terre. D'abord ton coude, ensuite pose ta main, ensuite pousse sa tête, recule. C'est exactement ce parallèle-là que je vois et que j'aime sur cette scène. C'est ce coaching à distance qui est extrêmement précis avec de la très grosse expertise. They're going to take you. Jim, stay focused, baby. This is key. You will have 5, maybe 10 seconds. Very important seconds.
Leave the phone on the floor. Concentrate. Shout out everything you see about them. Hair color, Eye color, tall, short, scars. anything you see, you understand? C'est exactement ça le coaching. Et peu importe son niveau d'intelligence, il subit une pression incroyable. La dette d'oxygène, la dette lactée, la pression de l'adversaire, la pression de la famille, les médias, les enjeux du combat, vous êtes limite tétanisé à un moment donné. Et vous avez besoin de quelqu'un qui a le sang-froid. Et il se trouve que vous pouvez être un coach, mais que vous soyez vous-même pris par les émotions. Ça reste un film, mais je suis très impressionné de cette scène-là, comment elle a été bien construite. I think they're... Est-ce qu'un bon coach, c'est un coach qui sait se couper des émotions? Non, je ne me considère pas comme un mauvais coach. Cependant, je suis beaucoup dans l'émotion. Ma vie est complètement émotion. Je ne sais pas coacher sans aimer. Je suis complètement amoureux de mes élèves. Et donc, du coup, ça m'apporte beaucoup de stress, beaucoup d'émotions. Se débarrasser des émotions nous rend inhumains et on a besoin de cette humanité pour aller chercher à aider son partenaire. C'était Fernand Lopez pour GQ.